Bonjour, nous allons donc maintenant voir les dispositifs, deux dispositifs qui restent, c'est-à-dire le dispositif arabo-musulman et le dispositif asiatique et les conceptions qui sont à leur base. Alors, concernant le dispositif arabo-musulman, à la base de ces dispositifs, il y a un débat sur la relation entre l'islam et la modernité, les droits de l'homme et la modernité. Et ce débat sur les droits de l'homme et la modernité, en fin de compte, n'est qu'une partie d'un débat beaucoup plus large qui concerne la relation de l'islam avec la modernité et la relation de l'islam avec la démocratie. Alors, ce débat-là, il a connu 3 étapes. La première étape, c'est l'étape lorsqu'il y a eu le choc de la rencontre entre l'islam et l'Occident. Alors, cette première étape, ou les penseurs de cette première étape, ont considéré que ce soit les Occidentaux comme les musulmans, ont considéré que les pays musulmans souffraient de beaucoup de retard et que la solution était donc dans la modernité et qu'il fallait ouvrir l'islam à la modernité. Il cherchait les voies de cette ouverture, de cette manière, comment il cherchait à répondre à une question qui est celle de moderniser l'islam. Donc c'est la période dans laquelle, alors l'idée de base derrière toutes ces idées, c'est que l'islam souffrait d'un retard et qu'il fallait combler ce retard en l'ouvrant par la modernisation de l'islam. Alors le retard, donc c'était, et les droits en fin de compte dans le retard étaient considérés comme étant le moyen de voir ce retard. C'est-à-dire, si je prends par exemple les idées de Renan, c'est l'Inde qui est célèbre par sa conception négative sur l'islam, les droits, il considérait que la meilleure manière de voir ce retard de cette religion, de voir que l'islam était une religion rétrograde, ça a été de voir les droits, par exemple la conscience, le statut des femmes, le droit pénal, tout ça montrait que l'islam était une religion en retard et qu'il fallait moderniser cette religion. Ça, c'était la première. Alors, dans le cas où il y avait beaucoup de penseurs musulmans dans ce cas, nous avons par exemple Ali Abd al-Azhar pour la question du pouvoir, nous avons Mahmoud Taha, nous avons le Kawakibi. Il y avait beaucoup de penseurs musulmans qui étaient pour cette modernisation de l'islam. La deuxième période, elle commence à peu près à la fin des années 70, des années 80. Les penseurs de cette période ont considéré que l'islam a été trop jugé et qu'il était temps qu'il juge. Alors l'idée de base des penseurs de cette période, c'est de considérer que la modernité n'a fait que, d'abord elle est très matérialiste, et n'a fait que susciter des déceptions. Et que donc l'islam, au contraire, par les valeurs qu'il circule, peut donner des problèmes, peut trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Donc pour eux, l'islam, c'est une religion globale. Elle peut donner des solutions à tous les problèmes. Il suffit seulement de chercher dans l'islam les solutions qu'il faut. Donc, en fin de compte, l'islam peut donner, les solutions qu'on cherche, ils sont dans l'islam. Et donc, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. L'islam se suffit à lui-même. Au contraire, là, c'est la modernité qui a besoin des valeurs islamiques. Donc, c'est le moment où ces penseurs vont lever le slogan d'islamiser, qu'au lieu de moderniser l'islam, il faut au contraire islamiser la modernité. La troisième étape, c'est dans cette période-là où on faisait l'apologie de l'islam que les instruments ont été adoptés. Et nous allons le voir tout à l'heure, on voit la trace de cette position apologétique dans les déclarations de l'époque. La troisième étape, elle a commencé à partir des années 90. Alors les années 90,
Sur le plan international, c'est la fin de la guerre froide. Nous avons un Occident libéral qui est sorti victorieux et qui considère qu'il est sorti victorieux de cette guerre, qui voit qui a une grande foi dans ses valeurs et qui va donc de plus en plus en matière de démocratie et des droits de l'homme et qui va de plus en plus les imposer. Par exemple, en matière d'aide, il va poser la condition donc droits de l'homme, démocratie et droits de l'homme pour l'octroi des aides. Alors, la réaction à ce discours-là, ça a été de considérer qu'en fin de compte, on va vivre on a vu les conditions que l'Occident posait, qu'on est en train de vivre un nouveau impérialisme au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Donc l'idée de l'impérialisme des droits de l'homme un impérialisme des droits de l'homme ou par les droits de l'homme a été lancé. Donc c'est la période dans laquelle, vu je dirais ce conflit entre guillemets ou cette mésentente que va être lancée par exemple par Huntington, cette fameuse théorie de choc des civilisations. En réponse à cette théorie, certains auteurs ou certains penseurs, ce que nous appelons les nouveaux penseurs de l'islam, ont prôné le contraire. Ils ont prôné l'idée qu'une conciliation est possible. Elle est possible entre la modernité et l'islam, entre l'islam et les droits de l'homme, entre les deux visions occidentales et musulmanes en matière des droits de l'homme, entre l'islam et la modernité. Cette conciliation, pour eux, elle est possible il suffit seulement d'une ouverture, si je peux dire, sur l'autre, d'un échange sur l'autre, d'un dialogue sérieux, interculturel entre l'Occident et l'islam. Et pour qu'il y ait ce dialogue, il faut que les musulmans cherchent à comprendre la modernité en jetant un regard à travers sa logique interne, c'est pas un regard extérieur qui cherche d'une part à réinterpréter l'islam en fonction des problèmes de l'époque, d'aujourd'hui, et que la modernité, les modernes ou l'Occident moderne, cherche lui aussi à comprendre l'islam, non pas en jetant un regard extérieur à travers les valeurs modernes, mais en jetant un regard à travers la fenêtre, si je peux dire, islamique. Donc pour eux, ces nouveaux penseurs, ils se penchent justement sur les voies de réaliser cette conciliation à travers ce dialogue interculturel. Donc les nouveaux penseurs, ce sont les penseurs qui essayent de concilier. On ne cherche pas, nous ne sommes plus dans ces étapes de moderniser ou d'islamiser, nous sommes dans une étape de chercher, de rapprocher les points de vue, d'ouvrir un dialogue sérieux entre l'Occident et l'islam. Alors ça, je dirais, c'est d'une manière très succincte. Je vais être très très brève et très succincte. Je vous ai parlé de ce débat qui est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire. Alors donc, mais pour vous donner le contexte dans lequel les déclarations sont apparues. Alors, parce que ça influence au moins sur la rédaction des documents arabo-musulmans. Alors, en matière des droits de l'homme, les musulmans en général prônent un particularisme. Ils avancent l'idée qu'il y a un particularisme islamique en matière des droits de l'homme. Alors, ils avancent en général deux idées. La première, c'est celle de dire qu'en fin de compte, nous avons les mêmes droits. Il s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, a remarqué une chose, c'est que la déclaration a été adoptée en 1948, mais nous n'avons pas eu sur le champ une réaction du monde musulman. Nous l'avons vu dans les séances d'avant, les représentants du monde musulman n'ont pas signé la déclaration, mais on n'a pas eu une réaction intellectuelle. La réaction intellectuelle, elle a eu lieu à la fin des années 70, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début des années 80.
C'est là que sont apparues les déclarations. Donc on a mis du temps pour réagir intellectuellement. Les penseurs, ils ont mis du temps pour réagir donc à la déclaration. Alors donc l'idée de deux idées concernant le particularisme musulman. La première idée, c'est celle de dire que l'islam reconnaît tous les droits, les mêmes droits. C'est-à-dire qu'on va faire un parallélisme, on fait un parallélisme entre la déclaration et les musulmans, et que la première déclaration des droits de l'homme, c'est dans le Coran, dans les documents musulmans, c'est-à-dire le Coran, les hadiths du prophète, qu'on peut la trouver. Donc l'islam reconnaît l'égalité. Ils ont cela, une panoplie de hadiths du prophète, des versets coraniques. La liberté, la justice, l'équité, le droit de propriété, en fin de compte, tous les droits sont reconnus par l'islam. Donc, enfin, l'islam se suffit à lui-même. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a un particularisme islamique. Alors, le particularisme islamique, il le fonde sur trois idées. La première idée, c'est que l'islam est le dernier message. L'islam est universel. Il est le dernier message, il reconnaît les autres messages, mais, si je peux dire, il est une perfection par rapport aux autres messages. Donc il les continue, il les termine, c'est le message définitif. Et s'il est définitif, cela veut dire qu'il est valable en tout temps et tout lieu. Donc il est universel. Il est global, c'est-à-dire qu'on va trouver dans l'islam une solution pour tous les problèmes qui se posent. L'islam englobe tous les domaines de l'agir humain et il donne des solutions à tout. Donc en fin de compte, il faut chercher dans l'islam les solutions pour les problèmes qui se posent. Donc l'islam est universel. La question des droits de l'homme, il est posé, les droits sont reconnus par l'islam. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée concernant le particularisme musulman, c'est la nature de la norme en islam. L'islam, le législateur en islam, le législateur c'est Dieu. La souveraineté n'appartient pas à la nation, elle appartient à Dieu. Donc il y a une révélation à laquelle tout le monde est soumis. Les gouvernants comme nous gouvernants. Tout le monde doit respecter la norme. Pourquoi ? Parce que respecter la norme n'est pas seulement on ne respecte pas la norme parce qu'elle est norme, mais parce que c'est un acte de foi. Et pour les musulmans, le fait que les droits de l'homme soient consacrés par une règle dont le respect est un acte de foi, ça c'est la meilleure protection que ces droits peuvent avoir. Ils sont protégés parce que on ne peut pas donc porter atteinte à ces droits parce que le respect fait partie de la foi. Donc on ne peut pas aller contre la loi, la révélation, aller contre la loi divine parce que c'est un acte de foi et de ce fait c'est une très grande protection pour les droits. Donc la nature de la norme en islam, qui est une norme révélée par Dieu, donc à laquelle tout le monde est soumis. Alors donc la troisième particularité avancée qu'on voit dans la conception islamique, c'est dans la conception islamique il n'y a pas que les droits de l'homme. Il y a, si je prends par exemple les statuts gouvernementaux d'Al-Mawardi, il y a les droits de l'homme, il parle des droits de l'homme. Il utilise le terme Huquq al-Adamiyyin qu'on peut traduire par droits de l'homme, mais à côté des droits de l'homme, il y a d'autres droits. Il y a les droits de la communauté, que je peux traduire par la communauté, il y a les droits de Dieu. Et les droits de la communauté et les droits de Dieu sont des devoirs pour l'homme. Donc pour les musulmans, droit et liberté, et responsabilité, ça va ensemble. Et en plus, les droits de la communauté sont des devoirs pour l'homme, mais les droits de l'homme sont des devoirs pour la communauté. Donc il y a cette manière de situer les droits en islam, qui elle aussi est une particularité de l'islam. Alors concernant les textes, donc ça c'est les fondements de ce particularisme islamique. Concernant les textes, une caractéristique,
c'est qu'il y a plusieurs textes dans le dispositif islamique. Il y a beaucoup de textes qui ont d'origine diverses, gouvernementales et non gouvernementales. J'ai choisi seulement celui maintenant qui est en vigueur, qui est adopté, c'est la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme de 1990. Alors, mais avant, il y avait d'autres textes. La différence que je peux faire, c'est entre les textes gouvernementaux. La Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, elle est adoptée au sein de l'OCI, c'est-à-dire l'organisation de la conférence islamique. Donc c'est un texte, c'est un instrument gouvernemental donc des États islamiques. Alors que par exemple pour les textes d'origine non gouvernementale, nous avons le plus connu, il y a d'autres, mais le plus connu, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme en islam du Conseil islamique de l'Europe, qui est situé à Londres, qui a été lu, je crois, adopté en 1981, qui a été lu à l'UNESCO. Donc, Déclaration universelle sur les droits de l'homme en islam. À remarquer que le texte gouvernemental, c'est Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, nous n'avons pas l'adjectif universel, alors que dans le texte non gouvernemental du Conseil islamique de l'Europe, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme en islam. Donc le terme universel apparaît. Universel, rappelez-vous ce que comment les musulmans considèrent. Pourquoi on dit universel? Parce que l'islam est universel, parce que l'islam c'est le message définitif. De ce fait, il est valable. Voilà ce que ça veut dire. Il est valable en tout temps, en tout lieu, et de ce fait, il peut donner des solutions à tout le problème, parce que c'est une religion globale qui englobe tout l'agir de l'humain. Donc ça, c'est pourquoi on dit universel. Alors, j'ai choisi seulement la déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, qui a été adoptée au sein de l'OCI, donc en 1990. Alors, il a été adopté lors de la 19e conférence islamique des ministres des Affaires étrangères. Je vais vous lire seulement le préambule, puis je vous donnerai une idée succincte sur la déclaration. Alors, pourquoi le préambule? Parce que vous allez le voir, tous les éléments du particularisme islamique, on les trouve dans le préambule. Alors, nous avons le premier considérant, réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Oumma islamique, dont Dieu a fait la meilleure communauté, qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'au-delà, la science et la foi, une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensée et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste. Nous avons, soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans le but de la protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer sa liberté et son droit à une vie digne conforme à la charia. Conscient que l'humanité, qui a réalisé d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation et d'une barrière pour protéger ses droits. Vous voyez toutes les idées, là, que nous avons vu, l'islam global, les valeurs d'islam comme solution. Donc, toutes les idées, on les trouve dans ce préambule de la déclaration du Caire. Alors, convaincu que dans l'islam, là c'est le considérant sur les droits fondamentaux, convaincu que dans l'islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la foi islamique, et que nul n'a par principe le droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires que Dieu a dictés dans ses livres révélés, pas le livre, ses livres, au pluriel. C'est l'idée comme quoi l'islam reconnaît les autres révélations, les autres textes sacrés que les autres religions,
et qu'il est la continuité de cette religion, mais qu'il est en même temps le dernier message et le message définitif, et qui constitue l'objet du message dont il a investi le dernier de ses prophètes, le dernier message, en vue de parachever les messages célestes de telle sorte que l'observance de ces commandements soit un signe de dévotion. Leur négation ou violation constitue un acte condamnable au regard de la religion, que tout homme en soit responsable individuellement et la communauté collectivement. Donc vous voyez, toutes les idées sur le portrait économique islamique, on les voit dans ce préambule. Par la suite, donc, nous avons les droits qu'on reconnaît, c'est-à-dire les droits civils et politiques. Nous avons les droits de la personne, le droit à la vie, donc c'est l'article 2. Puis nous avons les droits civils et politiques dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Donc ainsi, le droit à la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'article 2, l'interdiction de la servitude, de l'humiliation, de l'exploitation, article 11, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, article 8, l'égalité devant la loi, c'est l'article 19 et 20, puis la liberté d'expression et d'information, article 22. Nous avons des droits qui sont, par exemple, le droit d'asile, il est reconnu dans l'article 12. Nous avons des droits économiques comme le droit au travail, le droit du gain licite, le droit de propriété qui sont les droits intellectuels comme le droit du fruit de toute œuvre scientifique, c'est l'article 16. Donc les droits que généralement reconnus, on les trouve dans la déclaration. Sauf qu'il ne suffit pas de dire que la déclaration reconnaît le droit à la vie ou le reconnaît les droits d'égalité dans la loi, il faut lire la déclaration. Parce que c'est dans la lecture que vous allez voir, il y a des différences importantes. Donc je vous invite à prendre, parce que je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais allez lisez la déclaration, parce que la manière de la rédaction est très importante. Il ne suffit pas de dire la déclaration reconnaît le droit à la vie. Allez voir comment ce droit il reconnaît le droit de la troisième génération, par exemple le droit à un environnement sain, mais lisez la déclaration. Donc la déclaration, la caractéristique, c'est qu'elle donne une priorité, c'est normal, c'est une déclaration islamique, elle donne une priorité à la charia, donc à plusieurs reprises elle le dit. Puis à la fin de la déclaration, l'article 24, tous les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration sont soumis aux dispositions de la charia. Puis l'article 25, la charia est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus dans la présente déclaration. Alors voilà donc, mais comme je vous l'ai dit, allez lisez la déclaration. Il ne suffit pas de dire qu'il reconnaît l'égalité. Par exemple, pour l'homme et la femme, il reconnaît l'égalité, mais en dignité, mais pas en droit. Il ne cite pas les droits, ce qui veut dire que les inégalités qui existent restent. Puis nous avons, par exemple, en matière de mariage, les hommes et les femmes, il ne suffit pas de dire qu'elle reconnaît les droits familiaux, non, il faut lire. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier, aucune entrave relevant de la race, de la couleur, de la nationalité. C'est tout. La race, la couleur, la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit. On ne cite pas la religion. Pourquoi? Parce que les femmes musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec des non-musulmans. Donc il ne suffit pas de dire la déclaration reconnaît tel droit, il faut lire la déclaration, parce que c'est dans la lecture qu'on verrait la manière par laquelle et comment est-ce que les considérants que nous avons vus dans les préambules influencent la manière par laquelle ces droits ont été reconnus. La déclaration, c'est une déclaration. Ça veut dire que ce n'est pas un texte juridique, ce qui fait qu'il n'y a pas de moyen de protection. Et elle n'a pas ce but-là. Elle reconnaît un certain nombre de droits. Nous avons vu qu'en islam, pour eux, la force exécutoire, elle vient de la foi. Donc, il n'y a pas on ne reconnaît pas ou on ne pose pas un moyen de protection. Mais en plus, parce que la déclaration, ce n'est pas pour reconnaître des droits, mais c'est pour montrer les droits que l'islam accorde.
accorde, comment les droits reconnus, comment l'islam reconnaît ces droits. Donc elle a une fonction, si je peux dire, défensive. Son rôle, c'est de faire l'apologie de l'islam. Elle a un caractère, vous l'avez vu dès le préambule, un caractère apologétique, c'est-à-dire qu'elle fait l'apologie de l'islam, parce que c'est ça son rôle, montrer les droits, montrer que cette religion a déjà consacré ses droits, et c'est ça le rôle. Donc pas de moyens de protection, pas de mécanisme de protection. C'est une déclaration, donc ça veut dire qu'il n'est pas un texte obligatoire. Alors, pour le monde, alors, comme je l'ai dit, il faut voir le rapprochement avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, où il faut, si vous allez lire la Déclaration universelle du Conseil de l'Europe, alors la Déclaration universelle du Conseil de l'Europe, si je peux dire le parallélisme avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, il est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que vraiment une comparaison à faire, on verra, les mêmes droits sont reconnus dans la Déclaration universelle des droits en islam et la Déclaration universelle des droits de l'homme, sauf donc que dans l'islamique, on reconnaît l'origine de la loi qui est la charia. Mais un grand parallélisme beaucoup plus avancé que celui que nous avons vu dans la déclaration du Caire existe entre les deux déclarations. Voilà donc pour les documents musulmans. Alors, la déclaration du Caire a été adoptée en 1990 et de ce fait, elle a ouvert la voie en réglant le problème religieux, elle a ouvert la voie aux documents arabes. Alors, sur le plan arabe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la charte arabe. Maintenant, nous avons un texte, la charte arabe des droits de l'homme, qui a été adoptée en 2004 et qui ne fait que, si je peux dire, améliorer le pacte arabe de 1994, je crois, ou 93. Alors, la charte arabe qui est maintenant, le pacte n'est pas entré en vigueur, alors que la charte, elle est entrée en vigueur après la 7e ratification, qui a été la ratification des Émirats arabes unis. La charte arabe, donc, alors, généralement, même le pacte, c'était la même chose. Une différence, si on fait une comparaison entre les documents islamiques et les documents arabes, c'est qu'une différence, c'est que les documents islamiques ne font jamais référence aux documents internationaux, alors que cette référence, on la voit dans les documents arabes. Il y a une référence aux textes internationaux. Donc si je prends par exemple le dernier paragraphe du préambule, rejetant toutes les formes de racisme, le sionisme, ça c'est qui constitue une violation des droits de l'homme et une menace pour la paix et la sécurité internationale, consciente du lien étroit existant entre les droits de l'homme, la paix et la sécurité internationale, réaffirmant les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les dispositions du Pacte international aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et tenant compte de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en islam. On réaffirme l'universel, on tient compte seulement de la déclaration du Caire. Donc ça, vous voyez comment est-ce que la déclaration arabe s'inscrit entre les deux dispositifs, l'universel et l'islamique. Alors, puis par la suite, la charte arabe va reconnaître un certain nombre de droits. Nous avons les droits politiques. Elle commence par les droits des peuples. Et là, nous faisons un peu le parallélisme avec la charte africaine. Elle commence d'abord par les droits des peuples. L'article 2, tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Donc, il commence d'abord, il faut le dire, l'article 1, et c'est une spécificité de la charte arabe. Elle commence par citer un certain nombre d'objectifs, chose qu'on ne voyons pas dans les autres instruments.
c'est de commencer par les objectifs. Donc l'article 1er, la présente charte va dans le cadre de l'identité nationale des États arabes et de sentiments d'appartenance à une civilisation commune à réaliser les objectifs suivants. Puis un nombre d'objectifs. Nous avons l'article 2, c'est les droits, le droit des peuples. Puis par la suite, alors nous avons l'article 3, elle énonce les droits. Nous avons l'article 4, les dérogations, les droits auxquels on peut déroger. Puis par la suite, elle va citer les droits indérogeables. Puis nous avons les droits qu'on reconnaît généralement, c'est-à-dire le droit à la vie, c'est dans l'article 5, l'article 6, elle parle de la peine de mort. Nous avons alors la parité, donc l'article 3, le droit à la peine de mort, donc limiter la peine de mort, c'est l'article 6, l'interdiction de la torture, article 8, l'interdiction des expériences médicales, article 9, l'interdiction de l'esclavage, article 10. Nous avons tous les problèmes de la sûreté, l'administration de la justice, l'égalité devant la loi, l'indépendance de la justice, les procès équitables, tout ça, c'est dans les articles 11, 12, 13, 15, la présomption d'innocence, donc les droits de la sûreté. Nous avons le respect de la vie privée dans l'article 21, le respect des handicapés. Nous avons les droits politiques, c'est l'article 24, le droit des minorités, et ça c'est très important, nous avons l'article 25, nous avons le droit d'asile, donc c'est dans l'article 28, et puis un certain nombre de droits économiques dans les articles 34, puis nous avons le droit économique, l'article 37 aussi, puis nous avons un certain nombre de droits économiques qui sont reconnus à la fin de la déclaration. Puis à la fin de la déclaration, un dispositif de protection qui est le Comité arabe des droits de l'homme. Puis par la suite, au sein de la Ligue arabe, pas dans la charte arabe, au sein de la Ligue arabe a été adopté le statut de la Cour arabe de justice qui n'est pas, je crois, entré en vigueur, mais je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, est-ce qu'il est entré en vigueur, mais les statuts ont été adoptés, je crois, en 2014. Donc ça pour le monde arabe. Alors le problème qui se pose entre ces dispositifs, ces différents dispositifs, c'est lorsqu'il y a une interférence entre les dispositifs. Donc je prends par exemple une interférence entre les dispositifs régionaux, où il y a des contradictions entre les dispositifs régionaux ou le dispositif universel. Je prends l'exemple de la charte. Dans plusieurs pays, il y a eu des manifestations, par exemple en Tunisie, il y a eu une manifestation pour empêcher l'État de ratifier la charte arabe des droits de l'homme, parce que pour eux, c'est une régression par rapport au document universel. Donc, puis nous avons aussi des interférences qui peuvent se passer, par exemple pour la Turquie, qui est membre du Conseil de l'Europe et qui de ce fait adhère et est partie à la Convention européenne des droits de l'homme et qui est en même temps partie à la charte du Caire sur les droits de l'homme en islam. Donc, voyons toutes les contradictions qui existent entre les textes. Quelle position adopter? Alors, concernant cela, je crois que c'était dans le cadre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, une résolution a été adoptée sur Sharia, déclaration du Caire et convention européenne, dans laquelle la question était claire, posée clairement. Est-ce que les États qui adhèrent à la convention, est-ce qu'ils peuvent adhérer à la déclaration du Caire? C'est-à-dire, et là on pense surtout par exemple à l'exemple de la Turquie. Est-ce que lorsqu'on est parti à la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce qu'on peut être en même temps partie à la Convention du Caire? Donc tous ces documents posent le problème de leur interférence. Alors, nous reste le dernier dispositif qui est le dispositif